Je demandais donc et remercier le docteur Diane Friedman, praticien hospitalier dans le service de réanimation à Garches, et qui va nous parler d'un sujet qui est très important et finalement pas si souvent abordé que ça, qui est la douleur. Merci, bonjour. Donc, effectivement, dans la présentation de la myasthénie qui vous a été faite tout à l'heure, il manque une donnée importante qui est la douleur, mais effectivement, la myasthénie n'est pas une maladie douloureuse. En tout cas, c'est pas ce qu'on apprend, c'est pas les connaissances habituelles qu'on a de cette maladie. Alors, je parle de la myasthénie auto-immune. C'est normalement une maladie qui ne donne pas de douleur. Pourtant, alors, il me faut... pardon. Merci. Pourtant, la consultation, enfin la discussion avec les patients myasthéniques m'a amené à me poser des questions sur les douleurs. Alors, parce que régulièrement, les patients qui venaient en consultation pour le suivi de la myasthénie posaient la question de ces douleurs, signalaient des douleurs et demandaient mais finalement pourquoi j'ai mal, est-ce que j'ai mal Alors moi pendant longtemps j'ai dit mais non, c'est pas la myasthénie ne donne pas de douleur. Et puis je me suis un peu plus intéressée d'un peu plus près à ça, et donc on a fait une étude qu'on appelle exploratoire, pas dans le cadre d'un protocole de recherche, mais avant ça, pour essayer justement de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut dire des douleurs dans la myasthénie ? Alors, avant ça, juste une donnée peut-être quand même importante, c'est que dans la population générale, donc en France, chez les Français, et quel que soit, et même dans la population mondiale, quelles que soient les personnes, malades ou pas malades, la présence de douleur, en fonction des études, elle est aux alentours de 20%, donc entre 15 et 30% des gens ont des douleurs. Et il y a un type de douleur un peu particulier qu'on appelle les douleurs neuropathiques, qui ont une fréquence moindre, mais qui sont aussi présentes chez un peu moins de 10% de la population générale. Voilà, donc en gros, entre 15 et 30% des gens ont des douleurs. Donc on va voir ce qu'il en est dans la myasthénie. Alors, pour réaliser cette étude, on a fait passer des questionnaires aux patients auxquels ils pouvaient répondre tout seuls pour essayer d'avoir des indications sur la douleur. Donc, la première question, c'était « Est-ce que vous avez mal, oui ou non ?» Les patients qui n'avaient pas mal ne remplissaient pas la suite du questionnaire. Ceux qui avaient mal, qui avaient répondu oui à cette question, on leur posait des questions pour avoir plus de précision sur la localisation de la douleur. Donc, où est-ce qu'ils ont mal ? Quand est-ce qu'ils ont mal ? Combien de temps ? Comment ? Qu'est-ce qui déclenche les douleurs ? Qu'est-ce qui calme les douleurs ? De quel type sont ces douleurs ? Avec une petite insistance sur les crampes, qui sont un symptôme qui est très fréquent dans la myasthénie. Et puis, est-ce qu'il y a une relation avec les traitements et peut-être avec une autre cause ? Quelques indications sur l'état de chaque patient par rapport à la myasthénie, c'est-à-dire depuis combien de temps le patient a la myasthénie, quel type d'anticorps, puisque ça a été réalisé uniquement chez des patients avec une myasthénie auto-immune, et puis quels étaient les antécédents pertinents, par exemple quelqu'un qui venait de se casser la jambe et qui avait mal à la jambe, c'était important pour pouvoir interpréter les résultats de cette étude. Et puis également quelques scores myasthéniques dont vous a parlé Bernard Clerc tout à l'heure. Voilà un exemple du questionnaire que les patients avaient devant eux. Donc, avez-vous des douleurs, oui ou non ? Et on leur demandait, s'il y avait des douleurs, de les représenter en hachurant, en crayonnant sur le petit dessin du bonhomme l'endroit où ils avaient mal. Est-ce que les douleurs étaient déclenchées par... Donc il y avait toute une liste de propositions déclenchées par les mouvements, la chaleur, le froid, le stress, le sommeil. Pareil, est-ce que ces facteurs-là étaient plutôt calmants par rapport aux douleurs ? Et puis un autre score de la douleur qui s'appelle le QDSA, qui est une traduction française du questionnaire de McGill, qui est très utilisé, un questionnaire canadien, qui était donc
traduit et validé en français, où en fait on s'intéresse à la douleur, mais aussi à sa répercussion. La douleur, c'est une expérience sensorielle désagréable, et donc certes, on peut décrire la douleur qui ressemble à des piqûres, des brûlures, un coup de poignard, etc., mais aussi qu'est-ce qu'elle nous fait ? Est-ce qu'elle est angoissante, épuisante, insupportable, énervante ? Donc ça donne un autre aspect de la douleur. La douleur, c'est pas juste un chiffre, c'est pas combien on a mal, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment multidimensionnel. Et un autre score aussi qui était évalué, c'est le MG-COL dont on vous a parlé, un score de qualité de vie par rapport à la myasthénie. Alors, une petite question avant que je vous donne les résultats. À votre avis, sur le nombre de patients interrogés, il y en avait un peu plus d'une centaine. Quel est le pourcentage de patients myasthéniques douloureux ? 100, alors non, pas 100. Alors, 50 à gauche, 80 à droite, 45, 70. Et le juste prix est 70. Donc effectivement, dans cette recherche qui a lieu sur donc, un peu plus de 100 patients pendant environ 6 mois, il y a le Covid qui s'est mis dedans, donc ça a été un peu compliqué de terminer, mais 70% des patients myasthéniques sont douloureux. Donc c'est un chiffre en fait, qui est énorme par rapport à la connaissance qu'on a de cette maladie, où en fait on voudrait répondre 0%, puisque normalement ce n'est pas une maladie douloureuse. L'autre chose intéressante, donc vous voyez qu'on est aussi bien au-delà de la représentation de la douleur dans la population générale, qui était donc aux alentours de au maximum 30%. L'autre information, c'est que les patients, ils n'ont pas mal qu'à un seul endroit, mais la moyenne, c'est 2,8 sites douloureux donc, dans le corps par patient. La répartition entre les hommes et les femmes, pour le coup, elle est quasiment identique à celle de la population générale. C'est en gros 60% de femmes et 40% d'hommes. Voilà, chez des patients qui ont en moyenne une durée une myasthénie depuis environ 8 ans, ça c'est une moyenne. La répartition selon les anticorps, alors ça suit la répartition générale, c'est-à-dire qu'il y a la grande majorité des patients avec une myasthénie ont surtout des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine, quelques-uns anti-musc et quelques-uns séronégatifs. En moyenne, donc en dessous ce sont des moyennes, un score myasthénique à 86, ce qui est plutôt pas mal sur 100, un score de qualité de vie qui est à 16 sur 60, et un score MGFA donc, qui classifie un petit peu l'intensité d'atteinte des symptômes myasthéniques qui est entre 2 et 3, surtout 3. D'autres résultats qui paraissent intéressants, c'est que si on demande aux patients de mettre une note de côté leur douleur, donc on dit entre 0, il n'y a pas du tout de douleur, et 10, c'est la douleur la pire imaginable, à quel chiffre vous donnez à votre douleur, et donc la majorité des patients cotent une douleur à 6 sur 10. Ils la qualifient aussi de modérée. Elle est pour la plupart quotidienne, donc tous les jours, elle dure plus d'1 heure, et elle a certaines caractéristiques. Alors, là, vous voyez que la colonne qui est tout à fait sur la droite, ici, c'est quand on a posé la question « Est-ce que vous avez des crampes ?» Et donc là, on a quasiment 75% des patients qui répondent « oui ». Le symptôme principal, la manifestation principale de ces douleurs, c'est des crampes, mais pas que. Il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont intéressantes, c'est celles qui sont entourées en violet. Donc je vous l'ai dit, c'est des décharges électriques, des brûlures et des fourmillements. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est des caractéristiques qui sont évocatrices de ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, donc un certain type de douleur. Et effectivement, dans la myasthénie et dans d'autres maladies, on sait que des douleurs musculaires peuvent être neuropathiformes, c'est-à-dire ressembler à des douleurs neuropathiques. On a regardé aussi finalement quels étaient les facteurs déclenchants de ces douleurs. Alors ce qui revient en premier, eh bien, ce sont les mouvements. Ce n'est pas étonnant, on a dit tout à l'heure que l'effort, dans la myasthénie, l'effort fatigue. Eh bien, moi je rajouterais la fatigue fait mal. L'effort fatigue et la fatigue fait mal. Et effectivement,
plus on va demander aux muscles de travailler, plus ils vont se fatiguer. Hein. Et moi, si je devais donner une toute petite définition de la myasthénie, ce serait ça, ce serait une fatigue, certes, mais une fatigue anormale des muscles. Et donc une fatigabilité du muscle. Et cette fatigue, c'est comme si, en fait, en étant sans pathologie, on court un marathon et qu'on a après des grosses courbatures, une grosse fatigue musculaire, une espèce de tension musculaire qui fait mal, et ben dans la myasthénie, il se passe la même chose, mais pour des efforts. Et je trouve que ce mot en fait est mal choisi parce que c'est pas des efforts, mais c'est pour des mouvements, un travail musculaire de la vie quotidienne, que ce soit marcher, parler, rester debout, monter des escaliers. Voilà, donc c'est pas normalement quelque chose qui devrait demander un effort. Dans la myasthénie, c'est différent, et donc ce sont ces mouvements-là, alors vous savez sûrement, hein, souvent prolongés, répétés, plus intenses, qui vont entraîner les douleurs. Deuxième facteur déclenchant, c'est la station debout. Hein, très souvent, d'être debout, c'est beaucoup plus fatigant que marcher, c'est plus fatigant que d'autres choses. Il y a le stress aussi. Ça aussi, on voit chez certains patients qui ont une myasthénie, c'est clairement, ça peut d'abord décompenser, déséquilibrer la myasthénie, et aussi avoir un vrai impact sur leur état musculaire, et donc de fatigue, et donc de douleur. Également le froid, et puis pour certains le repos. Voilà, donc en fait, tout ce qui va mettre en tension les muscles va être pourvoyeur de douleur. A contrario, qu'est-ce qui calme ? Eh ben, c'est exactement l'inverse, c'est le repos des muscles, c'est les massages, les étirements, donc tout ce qui va détendre le muscle va diminuer les douleurs. Tout ce qui contracte augmente la douleur, tout ce qui détend diminue la douleur. Le sommeil peut être aussi assez utile, ainsi que la chaleur qui va aussi décontracter les muscles. Et puis, pour la petite histoire quand même, ça ne rentre pas dans les colonnes parce que c'est quelques patients, mais il y a quelques patients qui fument du cannabis et qui rapportent que c'est aussi extrêmement efficace sur les douleurs, ce type de douleur en tout cas. Donc c'est bon à savoir. Alors, comment est-ce qu'on traite ces douleurs ? D'abord, la grande majorité des patients ne prennent pas de médicaments, voilà, soit parce qu'ils en prennent déjà assez, soit parce qu'ils ont peur des contre-indications. Et quand ils en prennent, c'est souvent ce qu'on appelle des antalgiques de palier 1, de premier niveau, c'est-à-dire soit du paracétamol, de Doliprane, d'Afalgan, soit des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de l'ibuprofène. Donc le plus souvent, ça suffit à calmer les douleurs. La moitié des personnes pensent que les douleurs sont en rapport avec la myasthénie. Une petite partie ne sait pas, et puis une autre partie, ils disent que non. Alors, je crois que ça aussi, pour nous, je trouve ça assez intéressant, c'est selon les anticorps. On sait qu'en fonction des anticorps qu'on retrouve, on n'a pas tout à fait les mêmes formes de myasthénie, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, pour la douleur, c'est un petit peu pareil. Donc, il y a 3 colonnes. Celle de gauche, c'est les patients qui ont des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine. La colonne du milieu, c'est les patients qui ont des anticorps anti-musc. Et la colonne de droite, c'est des patients chez qui on ne retrouve pas d'anticorps, mais qui ont une myasthénie. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est du coup peut-être les quelques différences, notamment significatives, qui sont soulignées. Alors, sur la douleur, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont une myasthénie avec des anticorps anti-musc, ils ont moins de douleur, moins intense et qui durent moins longtemps. Les patients qui ont des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine, c'est un petit peu l'inverse. Les myasthénies avec des anticorps anti-musc, ils vont avoir des douleurs, surtout, donc c'est le 1, 2, 3, 4e groupe là, ils vont avoir surtout des douleurs au niveau axial, c'est-à-dire du dos principalement et des cervicales, ce qui n'est pas le cas ce qui est moins le cas, pour les patients qui ont les autres anticorps ou qui sont séronégatifs. De la même façon, les patients qui ont des anticorps anti-musc ont beaucoup moins de douleurs sur les membres que les autres. Voilà, donc quelques différences quand même en fonction des anticorps. Je vais peut-être passer très vite là-dessus, mais bon, juste pour dire qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent avoir un impact sur la douleur, et la douleur a un impact, et inversement, la douleur peut avoir un impact. Ce qui est en rouge, qui me paraît être le message peut-être le plus important, c'est que, évidemment, de manière cohérente et logique, la douleur a un impact sur la qualité de vie. Les traitements anticholinésterasiques, donc mestinon, mitellase, on sait que ça peut donner des crampes, des douleurs, et donc chez la grande majorité des patients, c'est ça, mais pas seulement.
Parce qu'il y a aussi une proportion de patients qui ne prennent pas ces traitements-là et qui ont des douleurs musculaires quand même. Donc il me semble qu'une information importante à retenir, c'est que 70%, dans cette étude, 70% des patients myasthéniques ont des douleurs, que le plus souvent, c'est des douleurs d'ordre musculaire qui peuvent aussi ressembler à des douleurs neuropathiques, et que ces douleurs, dans comment elles sont, comment les patients les décrivent et à quel moment elles interviennent et la localisation où elles sont situées, on peut penser que ces douleurs, elles sont finalement un témoin, un indicateur de la fatigue musculaire. Et donc, je répète, l'effort fatigue et la fatigue fait mal. Et donc, finalement, quand on a des douleurs musculaires, ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi j'ai mal et qu'est-ce que j'ai fait avant ? Est-ce que j'ai fait trop d'efforts ? Est-ce que j'ai fait un effort qui était différent d'habitude ? Est-ce que j'ai enchaîné plusieurs efforts sans plage de repos ? Voilà, je crois que ça peut être instructif, intéressant pour les patients de tirer un enseignement de cette douleur. D'abord, la douleur, c'est désagréable, donc si on arrive à en avoir moins, c'est mieux, je crois. Et puis aussi de se dire, finalement, ça me permet de mettre un peu le curseur sur les efforts musculaires, le travail musculaire. Il faut peut-être que je fasse la prochaine fois différemment, un peu moins, autrement, pour ne pas avoir mal et donc ne pas fatiguer trop les muscles. Autre chose qui me semble importante, c'est que finalement, ces douleurs, dans la majorité des cas, elles sont assez faciles à soulager. D'abord, c'est le repos des muscles. Et encore une fois, c'est tout ce qui va détendre le muscle, donc les massages. Et pas plus tard que hier, là, j'ai vu un patient qui avait des douleurs cervicales et qui me dit « mais j'ai un torticolis depuis 3 semaines ». En fait, c'est donc des douleurs des muscles qui permettent de tenir la tête droite. Et donc ça fait très mal. Je lui ai prescrit des massages chez le kiné. Il a commencé, et je l'ai vu hier, et il m'a dit que ça avait déjà nettement améliorer ses douleurs. Donc finalement, c'est assez simple, assez facile de soulager ces douleurs. Donc des massages, des étirements, des antalgiques simples comme du paracétamol, et puis le repos également, la chaleur aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? D'autres choses qu'on sait peut-être un peu déjà, c'est qu'on sait que souvent ces douleurs sont à type de crampes, on sait qu'elles peuvent être induites par les médicaments, donc dans ces cas-là, il faut essayer de baisser les doses de Mestinon, de Mitélase. Alors des fois on conseille aux patients de prendre des demi-comprimés, ils ont encore de l'efficacité, mais avec un peu moins d'effets secondaires, ça peut être ça, ou bien de les diminuer, de les ajuster, de trouver la balance entre le bénéfice et puis les effets secondaires. Donc c'est un peu une cuisine à faire. Voilà, que les douleurs sont différentes ou peuvent être différentes en fonction du type de myasthénie, du type d'anticorps. Et puis, j'en ai pas tellement parlé, mais peut-être que les traitements immunosuppresseurs ou au long cours ont peut-être aussi un impact sur les douleurs. Voilà, en conclusion, je pense que c'est important pour nous, médecins, praticiens, et puis aussi du coup pour les patients, de penser à aborder cette question de la douleur quand on suit un patient pour une myasthénie, parce que ça a un impact important dans la vie de tous les jours, les douleurs, et donc si on peut les prendre en charge, donner des conseils pour les diminuer, sans doute que ça pourra être aidant. Je vous remercie.